Bah oui, enfin je pense que ça va détruire massivement des emplois. Le discours bienveillant serait de dire non, non, vous inquiétez pas, en vrai si. Et le problème c'est qu'il y a énormément de PME et beaucoup de dirigeants qui vont se retrouver dans une situation où ils pensaient que leur boîte valait des millions, qui en fait ne valent quasiment rien, parce que tu essaies de prendre des cours d'astronomie en regardant les anges de la télé-réalité, je suis pas sûr du résultat. Ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis face à la concurrence. Euh, je vais me faire insulter par une bonne partie de la profession. Mais bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis de retour sur YouTube. On se dit qu'il se passe plein de choses sur l'IA. On a plein de discussions qu'on trouve intéressantes autour d'un café, autour d'une bière. On se dit que ça peut valoir le coup de les partager sur YouTube. Pourquoi on fait ce contenu Bah moi j'ai ouvert LinkedIn, ça faisait longtemps. Et il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de merde quand même qui se dit. On discute quotidiennement avec des dirigeants, enfin en tout cas moi je discute quotidiennement avec des dirigeants, tout le monde est un peu perdu. Tout le monde essaie de donner des réponses dans un monde qui bouge trop vite. Je pense que les questions sont plus importantes que les réponses. Et donc on veut essayer de vous partager un peu la vraie vie, un peu nos réflexions. C'est pour ça que c'est un changement drastique par rapport à avant. Avant tout était scripté, tout était rythmé. Là c'est changement radical, on est dans les bureaux de Drakkar. Mélodie, et bah tu es là parce qu'en fait tu me posais les questions, on devait faire tu voulais m'interviewer pour faire du contenu SEO, on s'est dit bah autant le faire en vidéo pour vraiment voir à quoi ça va ressembler. En tout cas pour partager directement comment ça se passe. Donc vous voyez des gens de Drakkar derrière, vous voyez un peu notre quotidien. Je suis accompagné de Mélodie. Mélodie, qui es-tu? Je suis chargée de marketing digital chez Drakkar et je suis là aujourd'hui pour que tu nous partages ta vision de dirigeant à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors justement, je te propose qu'on aborde directement le thème du jour, donc l'impact de l'IA dans les entreprises aujourd'hui. On voit bien que côté dirigeant, l'IA cristallise fantasmes, espoir et aussi angoisse. Du côté des employés, elle suscite l'émerveillement comme la peur extrême. Le discours dominant, c'est qu'elle va détruire massivement de l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Est-ce qu'elle ne va pas créer d'autres emplois? En détruire, oui, mais en créer de nouveaux? Bah oui, enfin je pense que ça va détruire massivement des emplois. Le discours bienveillant serait de dire non, non, vous inquiétez pas. En vrai, si, franchement, ça va créer des problèmes systémiques. D'un coup, tout le monde va devenir 20 fois plus productif. Euh, on va avoir un problème où ce qui va nous limiter, ça va être les ressources. On n'aura pas assez de, on n'aura pas assez de serveurs, on n'aura pas assez de ressources, on va dire, primaires. Par contre, sur les emplois, évidemment que ça a changé énormément de choses. Oui, ça va créer d'autres emplois, comme toujours. Est-ce que ça va compenser? Je sais pas. Donc, ouais, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe. C'est normal que ça suscite beaucoup d'émotions. Maintenant, je pense qu'on vit dans une ère qui est, enfin, c'est toujours pareil. On peut voir la menace ou on peut voir l'opportunité. Évidemment, faut considérer la menace. Maintenant, dans toute innovation aussi disruptive, en tout cas dans toute révolution, c'est impossible de prédire l'avenir. Tous ceux qui ont essayé de faire des grandes prédictions à chaque fois qu'il y a eu ce genre de choses, ça marchait pas. Enfin, faudrait reprendre les prédictions qu'on faisait quand Internet est arrivé sur comment va se produire le monde après Internet. Je pense qu'il y a personne, enfin en tout cas très peu de personnes qui ont correctement prédit ce qu'allait se passer. Donc oui, je comprends, il y a des menaces, mais il y a aussi des opportunités, puis on va y revenir. Alors, est-ce que pour toi, l'IA, c'est changer sa façon de travailler ou gagner du temps? Le moi d'il y a 2 ans, plein d'espoir, jeune et courageux et naïf, t'aurais dit c'est changer la manière de travailler. Dans les faits, c'est automatiser des petites choses. C'est-à-dire que si on regarde concrètement comment l'IA est implémentée dans les boîtes, franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est plus du gadget. On s'en sert pour rédiger des mails, etc. On gagne un peu de temps. Il y a peu de boîtes qui ont réellement pris, je trouve, le sujet en profondeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, à quoi ça sert l'IA dans les boîtes? Ça sert grosso modo à automatiser, à supprimer les tâches à faible valeur ajoutée. Dans quel contexte on fait ça? On fait ça quand on industrialise. Sauf qu'industrialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire repenser la manière globale dont son entreprise fonctionne. Et ça, c'est un changement majeur. Et en fait, la contrainte, elle n'est pas technique. La contrainte, c'est la gestion du changement.
Et ça, changer toute la manière de fonctionner de son entreprise, moi je pensais que tous les dirigeants avaient cette ambition, on va dire débordante de changer. Je me rends compte qu'en fait, assez peu. Et d'ailleurs, ça peut être OK. C'est juste que là, je pense que pour les dirigeants, il y a un choix à faire. C'est soit on part sur 5-10 ans sur une restructuration majeure de son entreprise pour fonctionner sur un nouveau modèle qui demande beaucoup de courage et d'énergie, soit on est plus là dans une logique, on va dire, de transmission, en tout cas dans une logique, ou alors de juste de faire perdurer et pas d'être dans une croissance absolue, auquel cas on est plus là pour faire un peu d'automatisation, on va essayer peut-être un peu d'habiller la mariée si jamais on veut vendre sa boîte, montrer qu'il y a quelques petites choses qui ont été faites, et auquel cas oui, on va mettre de l'IA, mais ça va quand même plus être du gadget que de l'impact réel. Effectivement, je t'ai déjà entendu dire que le vrai problème dans les entreprises, c'est pas l'IA, mais c'est des process mal définis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point? Bah, c'est toujours pareil, pour moi, l'IA se résume beaucoup à l'automatisation. Et donc, moi j'avais déjà le cas, même avant, quand j'étais développeur ou CTO externalisé, on m'appelait des fois pour automatiser des choses. Tu peux pas automatiser un process qui n'est pas défini. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu peux mettre une ligne de production ou une ligne d'assemblage dans une usine? Bah, c'est que toutes les étapes de création de ton produit sont très bien définies, et donc tu peux en automatiser des parties. Et le problème, c'est qu'on vend tellement l'IA magique qui permet de tout faire, et c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme quand même sur l'IA, c'est que avant, quand on voulait automatiser des trucs, il fallait parfaitement connecter et tout était scripté, donc en fait, il fallait vraiment tout maîtriser de bout en bout. Là, d'un coup, l'IA peut un peu comprendre elle-même et s'adapter. Donc ça donne des possibilités, mais aussi un fantasme qui est dangereux, de se dire, je vais pouvoir automatiser même si rien n'est structuré. Non. Et quand bien même tu arrives à le faire, tu vas pas du tout être en maîtrise du système que tu as créé, et donc ça va pas durer dans le temps. Mais le problème, c'est que personne n'en parle parce que c'est pas sexy. Poser un process. Qui a envie de faire ça? Vraiment. Enfin, je veux dire, nous, pour le faire quasi quotidiennement avec les clients qu'on accompagne, c'est chiant. Qu'est-ce que ça veut dire poser un process? Tu peux nous donner un Bah, exemple? tout dépend de ce que tu veux venir automatiser. Après, ça va dépendre comment tu raisonnes. Soit t'es très macro. Et donc, tu vas faire. Bah, après, il y a plein de techniques de mapping. Tu peux faire un value stream mapping image de toute ton usine, si tu es dans l'industrie ou toute ta boîte, enfin, peu importe, sur bah, les grandes étapes clés, qui est impliqué à quel moment, etc. Bon, ça va être très macro, pourquoi pas. Puis après, souvent, tu vas rentrer dans un processus, tu vas dire, ok, je veux gagner en productivité sur mon service marketing. Bon, bah, c'est déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu produis quoi? C'est qui le client? Parce qu'il y a toujours un client, qui soit interne ou externe. C'est quoi la donnée d'entrée? C'est quoi la donnée de sortie? Et donc là, bah, tout souvent, tu es obligé de redescendre un étage. On peut prendre la création de contenu, parce que là, on est en plein là-dedans. Bon, qu'est-ce qui déclenche? C'est qui le client? Qu'est-ce qui va déclencher? Est-ce que tu t'es dans l'actualité? Donc en fait, c'est un sujet qui va se produire ou autre. Bon, ça dépend. Et après, ça va être quoi les grandes étapes de recherche, d'écriture, de tournage, etc. Et c'est quoi la livraison finale? Est-ce que c'est pas finalement les 100 premiers commentaires de ta vidéo, tu considères que c'est à ce moment-là où tu as fini tout ton process et du coup ça reboucle sur la suite? Bah en fait tout ça, faut le lister, faut le mapper avec... il y a plein de techniques de mapping. On peut faire du value stream mapping si on veut être haut. Pareil, on peut faire du CPOC si on veut rester haut. On peut aller plutôt dans des diagrammes très précis si on veut aller dans le détail. Ça dépend. La technique de mapping importe peu. Ce qui est important, c'est d'être capable de comprendre comment on fonctionne et de le définir avec des grandes étapes, données d'entrée, données de sortie, sous processus associés. Aujourd'hui, on voit beaucoup de dirigeants qui ont peur de l'IA par rapport à la fuite de leurs données. On parle beaucoup de la sécurité des données. Il y a même certaines entreprises qui interdisent l'IA à leurs salariés. Est-ce que pour toi, ça serait pas scier la branche sur laquelle ils sont assis face à la concurrence? Bah, je comprends, mais c'est complètement con. C'est comme avec tes enfants. T'as peur qui boivent trop, t'as peur qui prennent de la drogue, t'as plein de craintes tout à fait légitimes. Mais alors si du coup t'en fais un tabou absolu, tu parleras jamais de drogue avec eux, jamais d'alcool, tout sera formellement interdit, bah t'inquiète que le premier jour où t'auras le dos tourné, ils vont se mettre une cuite monumentale, pas comprendre ce qui se passe, et en fait tu crées du coup une rupture qui fait que bah y a pas d'écoute et donc il n'y a pas d'accompagnement. Donc je suis pas fan d'interdire tout bonnement,
Si on revient plus sur du concret, qu'est-ce qui se passe quand tu interdis l'IA? Les gens vont quand même l'utiliser. L'outil est trop puissant pour ne pas l'utiliser, et donc les gens vont l'utiliser, mais de leur côté. Et donc c'est ce qu'on appelle le shadow IT, c'est en fait tout le monde utilise des outils qui ne sont pas, on va dire, approuvés par l'entreprise, et donc là tu as encore plus de fuite de données, puisqu'en fait, du coup, comment savoir ce qu'ils font? Et ils vont peut-être tout foutre dans un chat GPT gratuit avec entraînement sur tes datas, et je pense qu'on reviendra à la notion de confidentialité après, et du coup, bah, tu as tout perdu. Donc c'est légitime que ça fasse peur, parce qu'il y a des vrais enjeux là-dessus. Maintenant, faut les arrêter. Et le problème, je pense, pour les dirigeants, c'est qu'il y a tellement de bruit autour du sujet, on complexifie tellement, il y a tellement de choses qui se disent, que bah ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je vais essayer de répondre à ça. Euh, faut comprendre du coup la notion de confidentialité dans l'IA. Pour moi, il y a 3 niveaux et 2 critères. Les 2 critères, c'est l'entraînement de la data et le stockage de la donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modèles, pour être performants comme ça, ils ont été entraînés sur de la data. C'est-à-dire qu'on a pris tout un tas d'informations, on a pris tout Internet, etc. Et puis après, il a fallu l'entraîner. Parce que euh, l'IA, les LLM tels qu'ils fonctionnent, finalement, ils sont là pour prédire ce qu'on a un peu envie de savoir. Et du coup, ils ont une sorte un peu de, on va dire, de personnalité, ils ont des capacités qui fait que on prend tout ce set de data, et derrière, il y a des ingénieurs, enfin, il y a des personnes qui vont être là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Euh, Typiquement, on va prendre des photos, il y a une image assez connue, je pense qu'on pourra mettre, avec un chat, un croissant. En fait, on va être là pour dire ça c'est un chat, ça c'est un croissant, ça c'est un chat, ça c'est un croissant, et pour du coup l'orienter par rapport à ça. Bon, du coup il y a l'entraînement, donc pour ça il faut de la data. Euh, Quand on utilise un modèle public gratuit, généralement par défaut, ils vont utiliser ce qu'on lui donne pour entraîner la data. Donc le risque, c'est quoi? C'est que je lui donne des informations sur lesquelles le prochain modèle va être entraîné, et donc dans la prochaine version, il va ressortir potentiellement les informations que je lui ai données. Alors quasiment tous disent qu'il y a une sorte d'anonymisation, etc. Mais on ne sait pas exactement comment ça marche. Et donc le risque, c'est que moi je partage, je sais pas, mon bilan financier de Dracar pour lui poser des questions, etc. Et que demain quelqu'un dise c'est quoi les comptes de résultats de Dracar, et bah qu'ils puissent les sortir parce qu'ils les connaissent. Ou encore pire, qu'ils disent qui lui posent des questions sur son propre compte de résultats et qui disent bah c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, regarde Dracar, eux c'est comme ça qu'ils le gèrent. En exemple. Donc cette partie entraînement de data, pour moi, c'est là où il y a le plus de risques. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est le stockage, qui est pas du tout nouveau. C'est où va ma data? Euh, Par défaut, la plupart des IA sont américaines, la plupart du coup de la data est stockée aux US. Alors c'est pas toujours grave, hein. Il y a énormément de boîtes qui sont sur Microsoft, toute leur data est stockée aux US, ils en ont rien à faire. Mais bon, se pose la question de, il y a 2 sujets en fait. C'est est-ce que déjà j'ai confiance dans l'organisme, on va dire, qui va stocker ma data pour qu'il n'y ait pas de fuite, et est-ce que je suis sur quelque chose de souverain avec le Cloud Act, enfin en gros, est-ce que j'ai peur que les Américains puissent accéder à ma data? Là, il y a 2 types de réponses. Euh, Soit on peut héberger nous-mêmes nos modèles sur nos propres serveurs. C'est coûteux et assez impliquant. C'est de plus en plus simple de le faire, mais c'est quand même beaucoup plus coûteux. Soit on va avoir maintenant des providers où quand même la data va être stockée en Europe, et donc on a à minima la garantie que c'est pas aux US. Donc en fait pour moi il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1 qui est pourri. La data on va utiliser ma data pour entraîner les nouveaux modèles, plus c'est stocké aux US. Le niveau 2, qui est souvent suffisant en réalité, qui est, bon, déjà, je vais soit être sur des versions payantes, soit des fois c'est juste une option à cocher, hein. Dans les paramètres, c'est dire, souvent c'est euh, est-ce que l'IA peut apprendre sur mes données, ou enfin ce genre de choses, bon bah ça on va décocher, ou alors version payante, où souvent c'est garanti, ou alors par API, et je pense qu'on y reviendra, mais en fait on va venir se plugger, on va dire un peu en mode développement sur l'IA, et donc du coup quasiment tous garantissent qu'il n'y a pas d'entraînement. Et le niveau 3 qui est le niveau du dessus, c'est j'ai et le stockage en Europe et pas d'entraînement, et on pourrait même mettre un niveau 4 qui est j'ai le stockage sur les serveurs que je maîtrise, on n'est pas enfin plus personne a ses propres serveurs en tout cas sauf spécificité propre. Mais donc je vais être sur un provider comme Clever Cloud, comme Infomaniac, comme OVH, peu importe.
mais du coup, ils vont vous garantir la propriété de vos propres données. Donc en fait, finalement, tout est en cercle fermé. Et donc ça, c'est chouette, ça fait sens. Mais pareil, il faut avoir en tête les niveaux de maturité. Pour moi, il faut déjà commencer par l'étape 2 avant d'arriver sur ce genre d'enjeu. Parce que sinon, on se met dès le départ une sorte d'infra qui est hyper dur à maintenir et donc on perd en agilité. Et vu que 80% des choses que vous allez faire, vous allez mettre à la poubelle au début parce que c'est le cycle un peu créatif, ça fait pas sens. Alors, qu'est-ce que risquent ces entreprises qui ne pensent pas à cette infrastructure? Qu'est-ce qu'elles risquent dans les 5 prochaines années là? Euh, c'est une bonne question. Déjà, j'aimerais bien à l'inverse revenir sur qu'est-ce que risquent les entreprises qui se posent trop la question. Euh, je vais me faire insulter par une bonne partie de la profession. Mais il y a quand même un discours très français de oui, mais c'est quoi le risque et puis c'est quoi l'impact sur l'environnement, etc. Question très légitime, évidemment. Mais ça crée une sorte de paralysie de bah, je sais pas, du coup je fais rien, qui revient dans la première catégorie pour moi catastrophique. Donc, et c'est là où je vais me faire insulter, je préfère largement quelqu'un qui en fout partout et qui expose sa data n'importe où, mais qui avance, plutôt que quelqu'un qui fait pas. Fin de la partie où je me fais insulter, enfin en tout cas de celle-ci. Euh, Maintenant, comment on le fait? Bah, en fait, il y a ces niveaux-là. Pour moi, déjà, d'avoir en tête ce truc-là. Pour moi, le niveau 4 dont je parlais est pas un nécessaire, sauf. Enfin, après, les gens, je pense, sauront où ils en sont dans leur niveau de maturité. D'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, quand on parle d'IA, de sortir finalement de l'IA et de se poser vraiment la question de où on en est d'un point de vue maturité de son entreprise. Moi, ce que j'explique souvent en phase de vente ou en discussion avec des entrepreneurs, c'est il y a plusieurs niveaux. Je ne vais pas tous les lister, mais grosso modo, bon, déjà, il faut que l'entreprise fasse de l'argent. En tout cas, la première étape. Deux, c'est d'avoir des process répétés, qu'on fonctionne globalement de la même manière. Parce qu'en fait, sinon, avant, on est dans une culture artisanale. Donc pareil, ça revient à ce que je disais avant, très compliqué d'automatiser ça. Ensuite, est-ce que l'info est centralisée? Hyper important. Et en vrai, beaucoup de boîtes y sont pas. C'est-à-dire que souvent, on prend les boîtes, on prend les PME, elles ont 15 outils. Et elles ont essayé de faire des migrations. Elles ont essayé d'aller sur un CRM, d'aller sur un ERP, d'aller sur toutes sortes de choses. Mais en réalité, ce qui se passe souvent, si on prend le simple exemple du CRM, il n'est pas vraiment rempli. Les vraies infos, elles sont dans les têtes et dans les boîtes mail et dans les téléphones. Elles ne sont pas sur le CRM. Et donc, on ne centralise pas l'info, on n'a pas les bonnes infos qui remontent automatiquement. Niveau d'au-dessus, une fois qu'on a centralisé, c'est d'automatiser. Et après, on pourra remonter sur la capacité à innover, en fait, la capacité à faire en sorte que du coup, les individus sont eux-mêmes en capacité d'innover. Et donc, on n'est plus dans une culture descendante, ça part vraiment des fondations, tout ce qui est innovant, etc. Mais j'y vais même pas parce qu'en fait, quasiment aucune boîte est au niveau de la centralisation. Euh, et donc, bah, ça revient à ce qu'on disait en introduction, c'est que par contre, centraliser, c'est hyper impliquant. Ça veut dire changer d'outil, potentiellement. Et donc, c'est des migrations qui prennent 12, 18 mois. Et le vrai enjeu, il n'est pas tech, il est gestion du changement. Parce que si tu as une boîte de 300 personnes, d'un coup, il y a 300 personnes qui changent d'outil, il faut les former. Il y a des craintes, il y a plein de choses. Hein. L'accompagnement, il est colossal. Pourquoi je dis tout ça? Parce que, en fait, du coup, on parle de risque. Et donc, souvent, c'est pas juste, je trouve, le niveau de risque qu'on met à l'IA parce qu'ils font déjà n'importe quoi. Leur data, elle fuite déjà partout. Et là, d'un coup, sur le 16e outil finalement qu'ils veulent mettre dans leur boîte, ils sont complètement paralysés sur qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis, des fois, il vaut quand même mieux avancer que juste être bloqué par rapport à ça. Maintenant, il y a les niveaux, du coup, que j'ai exposés de sécurité, on va dire, sur l'IA. Mais pour moi, le plus important, c'est de réussir à centraliser. Et donc, c'est là où finalement, il faut vraiment se poser la question de la maîtrise de ces datas. Parce que ce qui se passe avec l'IA, c'est que plus rien n'a de valeur. Dans le sens où tout le code produit est trop rapide à produire, donc en fait il est copiable, donc à peu de valeur. Euh, les outils ont de moins en moins de valeur, les outils sont étagères parce qu'en fait finalement on peut les recoder, c'est un peu le retour du sur-mesure. Bref, j'y reviendrai plus tard. Euh, mais un truc qui a de la valeur, c'est ta capacité, c'est le savoir-faire des entreprises. Et, et le problème, c'est qu'il y a énormément de PME et beaucoup de dirigeants qui vont se retrouver dans une situation où ils pensaient que leur boîte valait des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions, qui en fait ne valent quasiment rien, parce que si tout le savoir-faire il est dans la tête des gens,
Le vrai savoir-faire, hein. Je parle encore une fois pas des infos de merde que tu remplis dans ton CRM pour faire plaisir au directeur commercial qui ne les lit même pas. Je parle des vrais trucs, le truc qui fait que tu closes la relation que tu as créée avec ton client, le fait que en fait, tu sais que lui, faut l'appeler le lundi soir parce que c'est le moment où il a du deep work et où il est vraiment là pour réfléchir à ces sujets. Ce genre d'infos qui sont jamais notées, si tu n'arrives pas à les centraliser, tu ne crées rien d'un point de vue actif, ou en tout cas très peu, parce que ton commercial se barre, toute ta valeur part avec. Donc la capacité à processer du coup et à venir vraiment centraliser l'information, c'est ça qui fait la valeur des boîtes de demain. Et d'un point de vue, si je reviens quand même sur de la tech pour être un peu plus terre à terre, si je centralise l'info et que je mets de l'IA au milieu, par exemple, restons sur le process commercial pour être cohérent, j'ai toutes mes vraies infos qui sont dans mon CRM et j'ai des automatisations, ça me fait mes comptes rendus en automatique, ça me fait même mes propositions commerciales en automatique parce qu'en fait j'ai réussi à agréger de la data, etc. Et je suis allé assez loin dans l'automatisation, très bien. Mais en fait, ce qui a de la valeur, c'est toute la data qui va transiter. Parce que le modèle qu'on va utiliser pour créer ces propositions commerciales, par exemple, dans 2 mois, il est obsolète. Il va y avoir un nouveau modèle plus puissant. On va passer de GPT. Bon, après, GPT, en ce moment, c'est un peu de la merde. Mais on va passer de Claude Opus 4 à Claude Opus 4.5, ou enfin, bon, peu importe. Et d'un coup, les modèles sont sans comparaison. Il va être 10 fois plus puissant. Bref. Et donc, en fait, on rentre dans une sorte de paradigme où, pour nous, toutes les solutions qu'on construit, euh, on essaie de faire des voitures où nous, notre travail, c'est de faire toute la carrosserie, mais de créer des moteurs interchangeables. C'est-à-dire qu'on sait qu'à tout moment, en fait, tous les 2-3 mois, il va falloir changer le moteur. Et donc, l'enjeu, encore une fois, pour les boîtes, c'est de créer tout le process associé, de créer toute l'industrialisation, de centraliser et donc d'être en maîtrise de sa data, parce que c'est ça qui vaut vraiment de l'argent, euh, pour pouvoir derrière faire des automatisations par-dessus. Et le problème, c'est que vu que tout le monde rentre par la case d'automatisation, sans se poser ces questions de centralisation, etc., et bah, ça ne sert à rien à part prendre des consultants chat GPT qui vont pouvoir faire un super post sur LinkedIn, hashtag transfo. Justement, tu parles de LinkedIn. Sur ce réseau social, on voit une explosion d'experts IA qui promettent des ROI incroyables. Comment les dirigeants d'entreprise peuvent savoir ce qui marche vraiment? Comment peuvent-ils calculer un ROI IA réaliste? Bah, il y a deux questions. Il y a qui écouter et comment calculer le ROI. Qui écouter, bah, si tu essayes de prendre des cours d'astronomie en regardant les anges de la télé-réalité, je suis pas sûr du résultat. Et la vérité, c'est que tu sens en fait le niveau de discours. À un moment donné, tes dirigeants, tu connais ta boîte, tu vois bien ce qui fait écho ou pas. Il n'y a pas besoin. À l'inverse, je suis pas sûr qu'il y ait besoin. Bon, alors je suis biaisé parce que j'ai pas de doctorat, mais je suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin d'avoir un doctorat en data enfin, en data science ou peu importe pour pouvoir s'exprimer sur les sujets. D'ailleurs, bien au contraire, parce que souvent les doctorants vont en fait parler de tout un tas de limites, mais en fait, les gens ne mesurent pas le delta. Forcément, quand ça fait 20 ans que tu fais ça, tu as compris tous les sujets, donc tu résous des problématiques dont les gens n'ont même pas conscience, donc ça marche pas très bien. En revanche, est-ce que c'est le gars qui fait des posts motivationnels sur LinkedIn à qui tu vas confier les clés de ta boîte pour tout transformer? Pas sûr. Maintenant, comment tu calcules le ROI? Bah, en faisant tes devoirs, hein. En fait, alors, il y a deux sujets. C'est du coup poser les process, se poser la question de la trajectoire à laquelle tu veux aller. Et en fait, souvent, du coup, l'IA ne devient qu'un outil parmi tant d'autres. Et donc, on parle d'une transformation de boîte. Et donc, c'est jamais possible de le quantifier à l'euro près. Mais bon, tu vois bien les gains de temps. Après, il y a une vraie question de, ok, ton ADV, enfin bref, un de tes pôles est 30% plus productif. Qu'est-ce que tu fais de ce 30% de temps? Ou est-ce que tu licencies le 30% restant, hein, ce qui est rarement le cas, mais bon, admettons. En tout cas, faut se poser ces questions de ce qu'on en fait. Et donc après, il y a un autre problème par contre pour les dirigeants, c'est que tu ne sais pas ce qui est possible. C'est-à-dire que, en fait, là on parle de re-engineering. Le re-engineering, c'est quoi? C'est de se poser la question, enfin pour moi, hein, c'est le fait de se poser la question de si je devais recréer ma boîte aujourd'hui avec ma connaissance que j'ai acquis avec toutes ces années et les outils d'aujourd'hui, à quoi elle ressemblerait? Ça donne un idéal. Et donc l'idée, c'est d'être assez, en fait, c'est de faire une transition du coup de notre point A à notre point B
En tout cas, alors peut-être qu'on va dire que c'est un point C qui est idéal, on va mettre un point B intermédiaire, mais qui est quand même assez ambitieux, et donc on parle de re-engineering, parce que tu réinventes finalement ton entreprise. Bah, c'est compliqué parce qu'il nous manque une variable, on a le savoir-faire, on n'a pas forcément les outils. Donc là, il y a deux choses. Bah, un, c'est d'être curieux, en fait, c'est de jouer. On vit dans une époque formidable. L'IA rend... Avec l'IA, tout le monde est développeur. La frontière entre les techs et les non-techs n'a jamais été aussi fine. N'importe qui peut créer maintenant du code. Moi, le nombre de prospects qui viennent nous voir, ils nous envoient un lien en disant, en fait, voilà, mon application, elle fonctionne à peu près comme ça. Bon, là, j'atteins les limites, je suis pas sûr que c'est sécu. Et puis là, ça commence à bugger dans tous les sens, mais voilà comment ça fonctionne. C'est génial. C'est-à-dire que les gens peuvent commencer à créer eux-mêmes leur truc. Donc, il n'y a plus besoin maintenant de faire 5 ans d'études pour apprendre à coder. Alors déjà, on a réduit cette phase-là, mais peut-être que je vais arrêter les digressions sur digression. Mais bon, maintenant, tout le monde peut coder. Bah, c'est trop bien. Et donc, il faut que les dirigeants se fassent plaisir. Ça va leur coûter moins cher aussi. Bah, en fait, ils vont pas se faire balader. Mais c'est comme tous ceux qui ont fait du développement et qui ont fait appel à des prestataires. Tous se font niquer 2-3 fois. Et puis la quatrième, ils viennent chez Dracar et ça se passe très bien. Mais ils savent pourquoi. Ils avaient besoin presque en fait de se faire avoir. Donc forcément, il y a besoin d'expérimenter. Et je pense qu'il faut avoir le côté un peu enfant, quoi. Booker vos vacances avec de l'IA. Essayez, arrêtez d'utiliser Google et utilisez de l'IA. Essayez d'automatiser des petits trucs. Demandez à l'IA ce que vous pouvez automatiser dans votre boîte. Discutez avec elle. L'IA peut vous auto-former à bien l'utiliser. Comprenez c'est quoi un prompt. Comprenez c'est quoi les enjeux de tech. Soyez curieux en fait. Faites des choses pour vous faire plaisir. Et puis, allez voir du monde. Euh, L'IA automatise beaucoup de choses. Et donc, je sais pas si je pars aussi sur cette digression, mais il n'y a jamais eu autant besoin d'agilité dans les boîtes. Il n'y a jamais eu besoin de... En fait, si on revient par exemple sur le développement, nous, les développeurs deviennent chefs de projet, les chefs de projet deviennent développeurs. Parce que vu que les frontières s'atténuent largement et qu'on est tous beaucoup plus productifs, ben on est tous à la fois obligés de faire plus de volume. Et donc, on passe d'un monde où, en fait, bah, typiquement sur le développement, il fallait vraiment définir toutes les user stories, vraiment tout détailler, les spécifications, à bah, pourquoi la détailler autant dans le détail, vu qu'en fait, finalement, ça me prendrait presque autant de temps de la faire que de la détailler comme ça. Et ça, c'est valable sur le développement, mais c'est valable sur tous les métiers, ces frontières qui changent. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est bah, aller voir votre stagiaire, aller voir le petit jeune de la boîte, aller voir celui qui est enthousiaste, poser des questions et laisser de l'exploration aux gens et accepter de ne pas savoir. Faites-les faire des trucs et faites-les se tromper. Et à un moment donné, il y a une vraie posture à avoir. C'est-à-dire que même nous, chez Dracar, ou quand même, enfin, nous, on fait de l'IA depuis 2020, et donc la vague, on va dire ChatGPT, on l'a pris en pleine face et on a tout de suite essayé de prendre le sujet. Moi, au bout d'un moment, en tant que dirigeant, je n'étais pas du tout satisfait d'à quel point l'IA a été utilisée dans nos équipes. Je devenais même un peu grincheux. Je disais, mais c'est quand même pas possible. C'est à moi de tout dire, c'est à moi de tout faire. Faut que je les forme à tous ces trucs-là, faut que j'apprenne à bien prompter. Mais je me dis, mais on est une boîte tech. On est où? Et en fait, en prenant de la hauteur, bah, j'étais pas bon en tant que dirigeant. J'ai déjà pas donné ma position sur l'IA. En fait, du jour où j'aurais dit, notamment aux développeurs, dire, mais en fait, vous n'avez pas compris, je vous en voudrais de ne pas utiliser l'IA. Donc j'en ai marre qu'on se cache de dire qu'on fait des PR, après je rentre dans la technique, mais des parties avec l'IA, etc. Au contraire, je veux que ça soit assumé, transparent, et je veux que vous alliez loin là-dessus. Et je veux que vous vous plantiez. Faites des projets, testez des trucs, cassez des choses, réparez-les après par contre, mais créons ce truc-là. Et donc, ça a été aussi de donner du temps, des espaces pour innover et de laisser de la place sur les choses et après les partager. Nous, il y a des choses qui ont été faites au début par moi je montrais sur quoi je travaillais, puis après, c'est d'autres qui ont montré leur projet à l'équipe, etc. Et puis ça crée une dynamique. Donc, jouez avec l'IA, euh, faites des trucs, montrez que vous prenez le sujet. Ne vous voyez pas plus beau que vous l'êtes. Vous allez vous faire mettre à l'amende par tout un tas de gens dans votre équipe, et c'est très bien. Par contre, ouais, sortez, discutez avec les gens. Il y a plein de choses qui se disent. Alors, franchement, la plupart des conférences IA, c'est quand même vraiment de la merde, je trouve. Euh, mais pareil, parce que pourquoi il y a de la télé-réalité? Bah, c'est que les gens adorent ça. En fait, c'est quand même cool de regarder du contenu pré-mâché, pas instructif. D'ailleurs, moi, je l'ai bien vu, et c'est pour ça que j'ai testé le contenu que je faisais à l'époque.
parce que j'ai automatisé le truc, il y avait toute une équipe, etc. C'était génial, et une très bonne équipe d'ailleurs. Euh, mais en fait, on répondait à ce qui marchait, et ce qui marchait, c'était de parler d'outils. Et donc les vidéos qui faisaient des 500 000 vues, c'était des trucs où on parlait d'outils et qui permettent de copier des sites, etc. C'est cool, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à grand chose en tout cas. Et donc, toujours pareil, demandez-vous en fonction de votre journée, quoi. Est-ce que vous avez envie de vous divertir et vous regardez des trucs et ça vous instruira comme ça, ou est-ce que vous avez envie d'aller en profondeur? Et donc, les dîners, je trouve, en tout cas, les discussions de pair à pair sont des très bons moments parce que en plus, il y a une créativité qui est immense. Moi, j'adore discuter j'ai toujours adoré discuter avec les dirigeants, mais encore plus aujourd'hui parce que euh, de comprendre un savoir-faire métier et de se dire mais finalement où est-ce qu'on peut mettre de l'IA, pourquoi, etc. et d'être en brainstorming où personne n'a les réponses parce que tout avance trop vite avec des changements de paradigme qui sont monumentales. C'était l'ère du SaaS, c'était l'ère du produit et puis là d'un coup on se dit qu'en fait le produit ne vaut rien parce qu'on peut tout recoder directement, donc du coup qu'est-ce qu'il y a de la valeur demain, bref. Ce truc-là pousse vachement, je trouve, à la discussion inter-entreprise, de du coup mettre tout le monde plus en flat et laisser l'espace aux gens, et puis en dehors de l'entreprise, dans les discussions avec toutes sortes de personnes, dont moi. Donc c'est le conseil que tu donnerais aux dirigeants pour faire face à ces problématiques actuelles? Ouais, jouez, faites-vous plaisir, euh, cassez des trucs, prenez une position claire sur l'IA, prenez une position claire sur où est-ce que vous voulez emmener votre boîte. En fait, revenez aux fondamentaux. C'est-à-dire que vous pouvez pas maîtriser l'IA, personne ne peut maîtriser. Il y a vraiment trop de changements, c'est fatigant, toute cette innovation. En plus, on est sur une courbe exponentielle. Donc tout va continuer de s'accélérer. Vous ne serez jamais bon là-dessus. En tout cas, vous ne serez jamais les meilleurs. Par contre, personne peut donner une direction à votre boîte, à votre place. Et on ne parle pas d'IA. C'est quoi l'ambition de croissance dans les prochaines années? Si vous faites un SWOT, c'est quoi les opportunités menaces? C'est quoi les forces faiblesses de la boîte? Et où est-ce que vous voulez l'amener dans 5 ans? Et soyez honnête avec vous-même. Si vous voulez, si vous êtes plutôt vous êtes plutôt ce que j'appelle la retraite entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous contenter de vos 5-10% de croissance, enfin après ça dépend des secteurs, hein. Des fois, il y a des secteurs 3% c'est bien, mais bon, bref, d'une croissance légère, voire d'une stagnation, et ça vous va, dites-le vous, mais du coup, auquel cas, peut-être que l'IA, c'est pas tant votre sujet, en fait. Et c'est ok. Et à l'inverse, si vous avez une ambition forte pour la boîte, posez-la, et l'IA a peu d'importance. Quand on raisonne vision de boîte à 5 ans, alors oui, dites-vous que maintenant on peut tout automatiser, on peut tout processer, etc. Soyez curieux, regardez le contenu qu'on va faire, on va essayer de montrer des exemples, etc. Regardez d'autres, vous voyez ce qui se fait avec l'IA, mais pas en course sur la maîtrise des outils, mais plus en compréhension de ce qui est à peu près possible. Et puis après, mettez des gens sur le sujet. Merci Nathan pour cet échange. Merci à toi, Mélodie, pour ces questions. Désolé pour toutes ces digressions. Non, c'était très instructif, je te remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, à rebondir, à nous challenger. Non, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Mélodie pour ces questions. Effectivement, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous les questions, les réflexions que vous avez. On veut le faire libre. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord. Dites-nous si vous êtes. Bref, échangez avec nous. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des conversations de café, bar en digital. Donc, du coup, on a besoin de vous pour ça. Abonnez-vous. On va créer du contenu régulièrement. Je sais pas quelle fréquence, mais régulièrement. Et puis, ouais, preneur de feedback sur tout ça. Prenez soin de vous. Des bisous. Merci. Ciao.